bonsoir. On continue notre série d'urgence faite à peu près tous les jours sur l'extrême droite et en gros sur ce qui se passe en ce moment. Dans la semaine prochaine, on va plutôt passer à des actes de résistance et des exemples de formes insurrectionnelles révolutionnaires intéressantes. Mais d'abord, on essaye de comprendre les 50 nuances de FAF qui nous attendent et qui vont peut-être déferler d'ici 2 semaines. Et pour cela, comme Mathieu l'avait dit hier, on accueille Marie-Lou Magal, bonjour, et Nicolas Massol pour leur enquête sur l'extrême droite. Vous êtes 2 journalistes, il me semble, Figaro, Express, Libération, je ne sais plus exactement. Express et Libération, pardon. Et donc vous avez suivi la jeunesse identitaire ces 10-20 dernières années, en gros. Peut-être la première chose à dire, c'est que le livre porte sur la dynamique de décloisonnement des différentes nuances de droite, d'extrême droite, qui a eu lieu depuis une vingtaine d'années en gros, depuis les années 2000. Cette dynamique de décloisonnement, en revanche, évidemment, elle part de certaines différences de stratégie, certaines différences de propos, d'orientation. Et donc, on va essayer de les regarder un peu analytiquement, faire une petite typologie, tout en voyant quels sont les épisodes principaux de leur lente, en gros, réunion. Le fait que, quand même, ils se reconnaissent comme appartenant à un même camp, et que s'il y en a certains qui font comme si l'islam était pas si tant que c'est un problème, en réalité, dans la jeunesse se trouve une espèce de fermentation de plusieurs pensées très proches, en réalité. Je vais juste lire un petit extrait, parce que je le trouve un peu amusant, c'est une métaphore que vous utilisez à un moment. Vous parlez d'un bar où se réunissent les différents mouvances en fait, de cette extrême droite et de cette droite. Les caves, je crois que c'est dans le 6e arrondissement. Ouais, c'est ça. Et voilà, vous dites, dans ce pub au sol qui colle, on se sent en confiance. Pas de gradé de parti pour jouer les surveillants. Le cordon sanitaire a sauté. De loin, impossible de distinguer les représentants de la droite de ceux de l'extrême droite, souverainistes ou identitaires. De séparer ceux qui mettent l'accent sur la lutte contre l'Union européenne et ceux qui se concentrent sur la lutte contre l'islam. Les premiers chrétiens se réunissaient dans les catacombes, les jeunes de droite se retrouvent aux caves, discrétion assurée. Donc voilà, pour commencer, la première question, c'est comment vous distinguez au moins les 3 principaux courants que sont les souverainistes, les identitaires et les nationaux révolutionnaires qui apparaissent dans vos livres. Qui sont-ils et de quoi on parle ? En fait, nous d'abord, ce qui est important, c'est la jeunesse, quoi. Nous, on part du principe qu'en fait, ce camp est en train de s'unifier, et là, singulièrement, de façon beaucoup plus rapide que là, ces 2 dernières semaines, par la jeunesse, notamment avec ces lieux de sociabilité, etc. C'est pas un hasard si le premier cadre LR les Républicains de droite à suivre Éric Ciotti, c'est Guilhem Carayon, qui est le chef, en gros, du mouvement jeunesse de les Républicains. Donc ça, c'est vraiment le postulat de notre bouquin, c'est que c'est par cette génération-là que c'est décloisonné et que c'est créé une culture politique commune que nous on considère comme identitaire. Et parce que aussi, pardon, je te coupe, mais aussi parce que c'est une génération qui, contrairement à leurs aînés, a pas cette culture du cordon sanitaire. C'est-à-dire que pour les jeunes de droite, traîner, partager les idées, partager des moments avec des jeunes d'extrême droite, c'est plus un tabou parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à cette culture de l'extrême droite et quelque chose qu'on ne fréquente pas, etc. Pour eux, c'est un truc qui est complètement obsolète et dont ils se moquent. Et du coup, alors tu disais donc les 3 grandes familles que sont les nationalistes révolutionnaires, les identitaires, et puis en général, je crois, tu disais quoi, l'extrême droite, la droite, le tournant souverainiste, oui, et les souverainistes, anti-européiste, mais pas tellement axé sur. En fait, ça, comment dire, nous, ce qu'on pense, c'est que tout ça, c'est devenu identitaire. C'est-à-dire que les souverainistes, ça a été une vraie famille politique dans les années 2010. Donc c'est autour de Florian Philippot, autour de gens comme Dupont-Aignan, etc., qui en fait faisaient de la lutte contre la mondialisation, l'Union européenne, en gros les cadres, on va dire, politiques et internationaux dans lesquels qui enchaînaient la France selon eux. Pour eux, c'était une priorité. Les identitaires, eux, considèrent que les souverainistes s'intéressent au contenant, mais pas au contenu.
en gros, pour le dire de façon triviale, à quoi ça sert d'avoir une France libérée de l'Union européenne s'il n'y a que des immigrés et des musulmans en France ? Parce que les identitaires sont aussi souverainistes, simplement la barre de priorité n'est pas la même. Oui, il y a une phrase de Zemmour qui dit ça, ça reste central, mais la priorité c'est l'islam. C'est ça, voilà, Donc, c'est vraiment ça, quoi. Okay. Et donc ils articulent souveraineté, mais cette fois ils radicalisent le côté culturel, identitaire, racial, quoi. Ça arrive dans un... Ouais, c'est ça. En fait, le souverainisme dont parlait Nicolas, ça coïncide avec l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front National, donc en 2011, avec à ce moment-là les jeunes d'extrême droite se disent il y a quelque chose à faire avec cette carte souverainiste, etc., que Marine Le Pen représente, y compris c'est le moment où on pense réunir ce qu'on appelle les souverainismes des deux bords, avec la gauche chevènementiste et chevènementiste, et il y a tout un courant politique qui va dans ce sens-là, et ensuite il y a une rupture qui intervient au moment des attentats de 2015 à peu près, quoi. Ouais, c'est ça, l'échec de Marine Le Pen et de la ligne de Philippot à la présidentielle, le fait que l'islam devienne vraiment plus central comme question problématique à droite et à l'extrême droite dans le débat public, fait que le souverainisme passe un peu derrière la lutte contre l'islam, en fait. Ça, et plus l'avènement de plusieurs discours très islamophobes qui sont, notamment celui de Zemmour, qui sont passés à des heures de grande écoute et qui participent à répandre cette idéologie, quoi. Et la troisième famille, du coup, alors bon, sachant qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Pierre-Romain Thionnet, qui est en fait la plume de Bardella, celui qui lui fait ses fiches, celui qui distille un petit peu dans la bouche de Bardella parfois des éléments type notre civilisation, l'Europe à 3000 ans, enfin bref, des trucs qui sont très identitaires. Lui, en fait... Qui vient d'être élu au Parlement européen. Voilà, député européen. Lui, par exemple, il a fait une série de textes dans lesquels il dit en fait, le souverainisme et l'identitarisme ne s'opposent pas. Il fait la synthèse en fait entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de les opposer, donc on est les deux, etc. Alors les troisièmes, c'est les nationalistes révolutionnaires. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. En gros, ceux que, à chaque fois que vous les désignez, vous mettez entre parenthèses les fascistes. Ouais, voilà. Concrètement... Alors, c'est-à-dire que pour vous, ce qu'on devrait appeler fasciste devrait se résumer aux nationalistes révolutionnaires, pas aux identitaires et pas aux souverainistes. Ouais. Pour quelle raison Parce que c'est le courant le plus proche directement du fascisme historique. En fait, le fascisme historique, globalement, c'est... c'est une, on va dire, c'est à la fois de la droite, et puis ça pioche aussi dans une forme de socialisme. C'est ce que Sternel appelle, quoi, une troisième voie, à savoir ni communiste ni conservatrice. Et eux, ils sont vraiment là-dedans, quoi. C'est pour ça que nationaliste révolutionnaire pourrait presque avoir pour synonyme néofascisme, quoi. Ouais. Donc un renversement de la table. Dans la reprise du folklore, de l'image, de ce qui renvoie de l'esthétique, pardon. Et c'est quel groupe, par exemple Le GUD. Le GUD, c'est les nationalistes révolutionnaires. Les Zouaves. Les Zouaves qui sont issus du GUD. Ouais. Et en fait, plein de groupes qui pullulent depuis 2-3 ans. Il y a une renaissance en fait des nationalistes révolutionnaires un peu tout en France. Depuis combien de temps, du coup? Depuis 3 ans? Depuis 2-3 ans. Le retour du GUD et tout ça. Depuis aussi la campagne Zemmour qui a absorbé les identitaires qui occupaient un peu la place groupusculaire. Et donc de ce vide a permis aux nationalistes révolutionnaires d'occuper un peu plus la place. Les identitaires qui sont en concurrence en fait avec les nationalistes révolutionnaires pour en fait essayer d'aspirer la radicalité de la jeunesse, disent que c'est parce que Darmanin a dissous Génération Identitaire qui était une organisation nationale qui attirait les jeunes par une promesse de radicalité, mais ce que disaient les identitaires, mais en même temps ils canalisaient cette jeunesse avec des actions qui étaient non violentes mais impressionnantes, fumigènes, col de l'échelle, port d'un uniforme, mais un uniforme qui fait peur, pas un truc très médiatique, quoi. Et en fait, l'explosion de ça a contribué à un éparpillement en fait de tous ces groupes-là en groupes locaux, qui en plus donc, comme c'est des groupes locaux, n'ont pas à avoir une stratégie nationale, on va dire de lissage du discours, de machin. En fait, ils s'en fichent, quoi. Ils peuvent tendre le bras, ils peuvent
avoir la croix celtique, ils peuvent faire peur en fait, enfin choquer le bourgeois. Ils s'en fichent parce que ça attire des jeunes à eux. Ils ne se feront pas taper sur les doigts par des instances. Voilà. Et en fait, de parti. Exactement. Ouais. Mais bon, donc il y a le GUD qui est à Paris, mais il y a plein de trucs. Il y a l'Oriflamme qui est à Rennes, il y a Bandeau Nationaliste, Ténésoun. Enfin bref, il y a vraiment, il y en a beaucoup. C'est le bastion social, etc. Quoi. Donc c'est ça quoi. Et voilà, un petit regard d'intérêt pour chez les jeunes là-dessus, aussi pour le côté esthétique, je pense que ça joue. Parce que le C9M de l'an dernier, donc qui est un rassemblement fasciste. En l'honneur d'un militant qui s'appelle Sébastien Desieux, qui a été tombé d'un toit poursuivi par la police, etc. Il y avait eu 600, 700 personnes. L'année dernière ? Ouais. Ouais, moi j'avais dit 550, 600, ouais, 500. 5 ou 600 personnes, donc c'est ce qui est énorme parce que ça reste quand même des mouvements très groupusculaires qui comptent pas beaucoup de militants. Et ça, le regard d'intérêt de ça, c'était aussi parce que c'est un truc très... on marche vraiment en mode fasciste italien, tous habillés en noir avec les pancartes. Ouais. Enfin, ouais. Et donc là, on a un peu vu rapidement, vous pouvez revenir dessus si vous voulez, voir même certaines figures que vous avez suivies. Parce que le livre, en fait, c'est beaucoup de faits et beaucoup de petits récits biographiques, de séquences biographiques. On a Damien Rieu, Sarah Knafo, on a évidemment Bardella et d'autres. Peut-être on pourrait revenir à un moment donné sur leur parcours, leur figure, d'où ils viennent, qu'est-ce que vous identifiez comme étant un peu leur motif émotionnel de départ, parce que j'ai l'impression que vous associez, vous dites que Bardella, en fait, il n'en pouvait plus de voir des femmes voilées dans son quartier de Saint-Denis, qu'il avait un peu... C'est ce qu'il dit. Hein. Oui, c'est ce qu'il raconte, quoi. Mais d'accord. Parce qu'il a eu très très peur le jour où le GIGN ou je sais pas quoi a débarqué dans l'immeuble d'en face. Ça pour lui, c'est effectivement, il a eu peur. Ouais. C'est un épisode traumatique. D'accord. Et pour lui, c'est un épisode traumatique. Bon, bref, d'accord, ok. Mais avant d'entrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quelle manière tous ces groupes qui sont hétérogènes et qui avaient parfois tendance même à entrer en conflictualité physique, violente, immédiate, à se tabasser les uns les autres, quels sont les points précis où en fait ils ont commencé à converger, les différentes étapes, quelles sont les dimensions institutionnelles qui ont joué dedans, ou de parti, les changements de logique, etc. Le moment fondateur, je pense, pour cette génération, c'est la Manif pour tous. C'est la Manif pour tous, parce que c'est le moment où toutes ces formations qui étaient très étanches les unes des autres, les partis, les appareils, défilent ensemble dans les rues, et où les cadres du FN côtoient les mecs de LR et côtoient même certains mecs de Génération Identitaire, du GUD, des groupuscules. Tout le monde se mêle. Le GUD réapparaît au moment de la Manif pour tous. En plus, ouais. Et tout le monde se mêle dans ce cortège, et évidemment, quand on marche ensemble, on discute, et on se rend compte qu'on n'est pas si différents que ça sur le fond, et que idéologiquement, certes, on a des différences qui sont économiques, notamment sur les questions internationales, mais petit à petit, on va en venir à cette idée que nos différences sont peut-être mineures devant des idées qu'on partage et qui sont plus importantes, à savoir la lutte contre l'islam. Oui, parce que c'est une phrase qui revient assez souvent dans le livre... de Knafo ou d'autres qui n'arrêtent pas de dire on pense tous pareil, qu'on soit sous Sarkozy, LR ou avant UMP. Ouais, leur grand truc c'est de dire quand on est jeune et qu'on discute, qu'on soit un mec de LR, du RN au bout de 5 minutes on tombe d'accord. D'accord. Et vous expliquez un peu pourquoi la jeunesse a un rôle particulier dans cette fermentation ou cette confusion des différents ordres. Le fait qu'ils n'aient pas de poste, le fait qu'ils n'aient pas de responsabilité, qu'ils n'ont pas de ligne à tenir. Alors je pense que déjà il y a un renouveau, de toute façon générationnel, qui vient avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle arrive, et on raconte dans le livre une université d'été du FNJ en 2010. Donc à l'époque où le FN, c'est pas encore Marine Le Pen, c'est encore Jean-Marie Le Pen. C'est 3 ans après 2007, la gabegie financière, enfin la catastrophe financière des législatives. Ils ont plus d'argent, c'est nul, il y a plus personne. Et vraiment, et il y a un type par exemple comme Alexandre Gabriac, qui lui pour le coup est un néofasciste convaincu. Qui fait partie des jeunes militants chevronnés du FN, etc., et qui lui
vraiment puise beaucoup dans ce folklore. Bon, c'est quoi, c'est le bras tendu, il pose devant une croix gammée, enfin bref, il y a vraiment ça, etc. Avec Marine Le Pen, Marine Le Pen, en fait, elle arrive, elle est persuadée d'une chose, c'est que, avec Louis Alliot, c'est que, qu'il le dit nommément, c'est que ce qui diabolise en France, c'est l'antisémitisme. Il faut mettre l'antisémitisme de côté. L'islamophobie, la haine de l'immigration, aussi loin soit-elle portée dans l'échelle de la radicalité, etc., ne diabolise pas. Au contraire, c'est même plutôt positif, quoi. C'est pour ça que Marine Le Pen compare les prières de rue à une occupation, c'est-à-dire qu'elle fait une référence à la Seconde Guerre mondiale, donc à son électorat qui est un petit peu encore pris là-dedans, tout en déportant, en fait, sans mauvais jeu de mots, l'attention sur les musulmans. C'est eux le problème, quoi. C'est etc. Et ça attire quand même des jeunes un peu nouveaux, des jeunes qui sont pas issus forcément de la même sociologie que un jeune du FNJ des années 2000, qui globalement étaient des gens qui étaient pétri d'une culture d'extrême droite traditionnelle. Un mec comme Bardella, c'est pas un mec qui lit Brasillac. C'est pas un mec qui pense Saint-Loup. C'est pas quelqu'un qui se réveille le matin en pensant à Pétain. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tournant populiste au sens où ils ont arrêté d'entretenir une tradition ancienne, Maurras, Barrès, etc. Ouais. Et finalement, il s'adresse un peu à n'importe qui. En fait, Marine Le Pen, ce qu'elle fait consciencieusement pendant toutes ces années-là, c'est retirer toutes les occasions qu'avait le folklore nationaliste et d'extrême droite traditionnelle de se manifester. Les BBR, qui sont les fêtes des Bleus Blancs Rouges, qui est une sorte de contre-fête de l'humanité du RN, c'est là où vous aviez toujours des négationnistes, des fous, des nostalgiques, des gens qui vendaient des goodies de Franco, etc. Bref, il y avait ce folklore-là, etc. La fête du 1er mai, le défilé du 1er mai, où vous aviez toujours des skins, etc. Petit à petit, à partir de 2015, 2016, il y a plus ça. Aujourd'hui, quand Marine Le Pen fait le 1er mai, c'est dans une salle fermée avec des flics tout autour, quoi. Pour filtrer. La dernière fois qu'on a vu des mecs avec une croix de croisée dans le dos avec écrit Deus Vult, en fait, c'est que les mecs, c'était dans un meeting et ils étaient passés parce qu'ils avaient un pull, ils l'ont enlevé et ils se sont fait dégager quand ils ont vu le tweet qu'on avait fait avec la photo, quoi. Donc il y a vraiment ce truc-là de Marine Le Pen. Et ça n'a pas fait fuir les éléments d'extrême droite radicale traditionnelle qu'il y avait dedans. On en retrouve tout le temps, ça vous inquiétez pas, hein, c'est encore certains, là. les plus vraiment les purs et durs ont fait ces sessions pour créer des petits trucs annexes. Tu vois, le Parti de la France, oui. Oui, voilà, c'est ça. Mais globalement, ces gens-là sont restés. Juste, on leur a dit de se taire, etc. Puis quand ils sont pris la main dans le sac, ils sont virés. Mais ça a permis, en fait, à une autre génération de venir, et des gens qui sont un peu plus lambda, quoi. Type Jordan Bardella. Juste avant d'entrer dans ça, comme tu as dit un truc assez intéressant, et puis il y a un autre truc, il y a une question plus méta que je me pose du coup, c'est d'une certaine manière, il y a une coupure avec l'historicité du parti de Le Pen, du Front National. Il y a un effacement de l'histoire du parti, mais aussi d'une référence à l'histoire quelconque ou au folklore quelconque. Et donc du coup, première question, ces jeunes-là qui suivent, les gens comme Bardella, est-ce qu'ils sont complètement vides comme des jeunes de HEC, de BDE, des purs gestionnaires, ils ont une mentalité comme ça, ils n'ont pas de profondeur historique, littéraire, d'humanité ou quoi que ce soit. Bref, ils sont pas liés à une tradition. Qu'est-ce que ça change du coup dans cette militance-là, dans ces rapports-là, etc. C'est une première question. Et la deuxième question, c'est... c'est vraiment séparé, ces deux questions, mais est-ce que tu as des moments précis de réussite de cette stratégie d'inversion de l'accusation d'antisémitisme, puisque d'une certaine manière, on y est complètement, au sens où là, jusque récemment, il y a même un ancien chasseur de nazis qui pense voter RN plutôt que Front Populaire, Klarsfeld, c'est quand même une sorte de délire, et donc du coup... quelles ont été les étapes de cette stratégie d'inversion de l'accusation d'antisémitisme, et pourquoi ça marche aussi bien dans la sphère spectaculaire, sociale, politique, etc. Première question d'abord, désolé, vas-y, si t'as envie. Désolé, c'était éclatant et je l'aime,
Merde, Est-ce qu'ils sont je bons me course Et voilà, est-ce qu'ils sont bons vide, Oui, enfin, il y a oui, vas-y, tu as rupture avec l'histoire, donc Sur le... Ouais. Non, mais juste, qu'est-ce qui les remplit, quoi? Est-ce qu'ils sont vides? Faut aussi prendre avec des pincettes. C'est pas parce que on a effacé de la sphère publique, médiatique, toutes les références à l'extrême droite historique que eux n'en ont plus. Et c'est vrai que Bardella, c'est pas... Enfin, il lit pas Brasillac, il lit pas Maurras, c'est déjà parce qu'il lit pas beaucoup. Et ensuite parce que il a quand même, il sait ce que c'est. Quand on quand on est des journalistes et qu'on lui parle, son truc préféré, c'est de dire vous savez, moi je suis pas comme vous connaissez mieux que moi l'histoire de mon propre parti, Dominique Vénère, tout ça, ça me dit rien, c'est faux. C'est faux, il a toutes ces références-là. Pierre-Romain Thionnet, dont Nicolas parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est... même s'il les a pas lus, Bardella, on lui dit Dominique Vénère, il sait qui c'est, il sait ce que ça représente. Et il sait que... Dominique Vénère, c'est celui qui faisait partie du Grèce, qui s'est suicidé en 2013 à Voilà, Notre-Dame, tout à fait. en disant qu'il se suicide à cause du grand remplacement. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Et qui est devenu une sorte de martyr Une sorte de martyr qui a... Même C'est celui droite. qui est en gros le chantre de l'identité européenne, etc. Et qui est souvent cité par... toute cette jeunesse-là, et Pierre-Romain Thionnet, qui est du coup la plume de Bardella, lui il est imprégné profondément de tous ces auteurs de cette culture de la nouvelle droite, et Bardella il l'est aussi forcément par ricochet, même si c'est pas une personne qui va de lui-même chercher à s'imprégner de ces auteurs, à les lire, etc. Mais parce que quand on regarde de Bardella dans le livre, là, quand on le regarde médiatiquement, on se dit c'est une coquille vide, et quand on le regarde dans le livre exister, on a l'impression que c'est un mec qui vit tout seul avec sa maman, son papa de temps en temps lui offre une Smart quand il a peur d'aller dans le métro, et que globalement il a pas d'amis, parce qu'à son anniversaire, sa copine cherche ses amis désespérément, on trouve aucun, et le seul mec qui vient, il a 50-60 ans. Et donc du coup, on a l'impression qu'il a pas de lien avec rien, et qu'il a pas d'existence consistante. Du coup, c'était ça un peu ma question. Lui, c'est dévoué au parti, en fait. Voilà, c'est un rouage purement formel. Absolu, quoi. C'est sans doute entre autres pour ça qu'il a été choisi par Marine Le Pen en 2019 pour incarner, pour prendre la tête de la liste européenne. C'est parce que il n'y a pas de passé, il était jeune, il n'avait pas de cadavre dans le placard, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes. Nous, en fait, on fait vraiment une histoire des cadres, donc vraiment des gens qui en fait influencent, prennent la tête, etc. Je pense que effectivement la grande majorité des jeunes du RNJ, etc. Ne lisent pas beaucoup, ne se réfèrent pas beaucoup à l'extrême droite, etc. Et pensent, à mon avis, sincèrement être gaullistes, quoi. Tu vois, enfin, c'est pas des gens qui, comme encore dans les années 2000, détestaient le gaullisme parce que rien qu'aujourd'hui, il faut savoir que De Gaulle, c'est le mec qui a trahi l'Algérie française, etc. Donc ça demande une culture qu'à mon avis beaucoup de militants n'ont pas. Ceci dit, dans les gens dont on parle de gens, tu as parlé de Pierre-Romain Thionnet, on parle de Pierre Gentillet qui va sans doute être élu député, qui lui a été initié à la nouvelle droite par Yvan Blot, qui est un des fondateurs du Club de l'Horloge, donc qui est une excroissance plus libérale de la nouvelle droite. On parle de Charles de Meyer. Charles de Meyer, c'est quelqu'un qui a fondé SOS Chrétien d'Orient, cette association censément apolitique en fait qui aide les chrétiens d'Orient, mais en fait est un carrefour pour la jeunesse de droite. Ce type-là, Charles de Meyer, c'est quasiment l'exécuteur testamentaire de Patrick Buisson. Et comment est-ce que les deux se sont liés ? Bien connu. Patrick Buisson ? C'est ça ? Non, c'est le... Ah non, c'est le mec qui a écrivé... Le conseiller, celui qui a conseillé... Patrick Buisson, c'est le conseiller de l'ombre, tu vois, c'est vraiment le c'est le le type faiseur de d'extrême roi à droite. droite. Oui, non, c'est pas Forisson. Non. Forisson, j'ai confondu. Et en fait, comment est-ce que Charles de Meyer... Patrick le hérisson et le buisson. Patrick Buisson, c'est l'âme damnée de Sarkozy, c'est le type qui introduit vraiment les éléments d'extrême droite dans le discours, dans la bouche de Sarkozy, etc. Comme Patrick Buisson, c'est un maurassien, c'était l'ancien directeur de Minutes, de Valeurs Actuelles, c'est quelqu'un qui a énormément d'importance à droite. Et d'influence. Et comment est-ce que Charles de Meyer, qui a 30 ans ou 32 ans aujourd'hui, a sympathisé avec Patrick Buisson, en faisant une bonne vieille référence à Brasillac dans un colloque. Donc cette culture-là, elle existe toujours, elle se passe. C'est des clins d'œil, quoi. Le petit Stanislas Rigaud, qui a beau avoir 25 ans, donc le patron des jeunes avec Zemmour, il a été complètement chaperonné par Charles de Meyer, qui lui a fait faire un stage chez Jacques Bompard, donc un ancien député identitaire qui s'est séparé du FN parce que le FN était trop mou, et par Patrick Buisson.
Donc un type comme Stanislas Rigaud, il a beau avoir 25 ans, c'est un type qui est imprégné de culture d'extrême droite, etc. C'est pas le cas de tous, mais chez les cadres, c'est quand même en général, on va dire le capital culturel, etc. compte encore là-dedans. Sur Bardella, effectivement, c'est pas quelqu'un qui est un grand littéraire ou un grand philosophe, ou même, je pense beaucoup de fond, mais c'est quelqu'un qui est totalement inséré dans les réseaux d'extrême droite. Je finis juste là-dessus, mais peut-être que tu voulais en parler. Non, je voulais juste dire que le capital culturel, justement, je pense qu'il est encore plus présent dans ce qu'on appelait avant le truc de Zemmour, la nouvelle droite, qu'au RN. Au RN, il y a moins cette culture de ces références à l'extrême droite additionnelle aux auteurs antisémites royalistes. Les intellos sont toujours mal vus au RN, quoi, en général. Marine Le Pen les aime pas trop, et comme c'est un parti qui est très monarchisé, de cour, etc., si Marine Le Pen sent que vous la prenez pour une conne, en général, elle vous a dans le pif, typiquement Patrick Buisson. Ce qui n'empêche pas Marine Le Pen d'assister à l'enterrement de Patrick Buisson avec Jordan Bardella, parce que tout ça c'est ensemble. Et Jordan Bardella, qui a beau ne pas avoir lu Saint-Loup, c'est quand même quelqu'un qui est sorti avec la fille de Frédéric Chatillon. Frédéric Chatillon, c'est l'ancien patron du GUD. Alors bon, c'est machin, etc. Mais bon, il est sorti avec sa fille à l'époque, non mais dans un parti patrimonial comme le RN, où Marine Le Pen a hérité de son père, où elle travaille, où son conseiller le plus proche est son beau-frère, où Bardella est aussi sorti avec le fils, machin, etc. Ça compte dans le RN comme ça, c'est pas juste, il a le droit de sortir avec qui il veut, le pauvre. Mais bon, c'était à l'époque, il est sorti avec elle, à l'époque où il était en ascension dans le parti, à l'époque où Frédéric Chatillon, donc ancien chef français des nationalistes révolutionnaires, antisémite, antisioniste, antisioniste au sens antisémite, quoi. Je comprends pas les deux, mais bon, l'antisionisme du GUD, non, mais tu vois, je veux dire, l'antisionisme, les GUDards n'aiment pas les Palestiniens par amour du décolonialisme, tu vois. Je pense que c'est plus par haine des Juifs qui sont antisionistes, quoi. Pour le coup. Et donc Bardella, donc à l'époque où ce type-là, Frédéric Chatillon, était tout puissant dans l'arrière-boutique du RN, où il faisait partie des prestataires principaux, etc. Donc Bardella a travaillé avec lui en 2017. C'est des réseaux de sociabilité qui sont importants. Il passait ses vacances avec eux, avec un David Rachlin, maire de Fréjus, qui lui est totalement imbibé de cette culture aussi soralienne. Donc donc c'est des coquilles vides, etc. C'est aussi ce qui renvoie. C'est pas non plus un immense plan caché, tout ce que tu veux. Mais ce serait totalement faux de dire que Bardella arrive comme ça, vierge de tout lien avec l'extrême droite radicale et l'histoire de l'extrême droite radicale. Ou s'il arrive au moment où il signe au parti à 16 ans vierge, en tout cas il s'est imprégné au fur et à mesure de son ascension de cette culture. Parce qu'on peut pas évoluer au sein du parti et notamment prendre des responsabilités sans être confronté et devoir assimiler un peu de cet héritage, quoi. Donc au moins on peut trancher, c'est les mêmes, ils n'ont pas changé. Ouais. Ou alors ils ont changé mais c'est uniquement stratégique. Nous, tout notre propos c'est de dire ils sont devenus plus intelligents. Ils sont devenus plus malins. Ils sont tout aussi radicaux mais moins marginaux. Et du coup sur cette question du renversement de l'antisémitisme, vous avez vu ça lentement, de l'accusation d'antisémitisme. Parce que quand même j'ai l'impression que des références principales au départ c'est quand même Soral ou des choses comme ça. En tout cas c'est même... Soral c'était il y a 10 ans en fait. Oui voilà. Au moment où on commence notre enquête, c'est déjà le cas. C'est déjà la transition, elle s'est faite depuis un moment et aujourd'hui c'est l'islamophobie. Et l'antisémitisme c'est devenu rangé ou secondaire selon les personnes, quoi. Mais on n'a pas assisté à la transition. En fait, moi je pense qu'il y a 3 étapes. 3 grandes étapes dans lesquelles il y a des étapes. Il y a le tournant identitaire, au début des années 2000. Ce qu'ils ont appelé la révolution culturelle. Ensuite, vous avez Zemmour. Oui, toujours cette fascination pour les bolcheviks. Pour l'extrême gauche, quoi. Zemmour, Zemmour. C'est quand même important, c'est-à-dire le chef de l'extrême droite intellectuel organique c'est clair. Machin est juif, quoi. Donc c'est quand même ce qui l'empêchait pas d'avoir des nazis avec lui, mais vraiment des nazis, et le troisième c'est le 7 octobre où ça pour le coup c'est un événement extérieur mais qui a énormément contribué de l'attitude de Marine Le Pen pour le 7 octobre, etc. Le tournant identitaire, donc la révolution culturelle qu'ils font, c'est un type comme Philippe Vardon qui est très proche de Marion Maréchal après avoir été proche de Bardella. Et en gros Vardon il le fait avec 2-3 personnes. C'est des gens qui partent avec Maigret contre Le Pen.
Et là, en fait, ils se disent, il y en a marre, en fait, de se faire diaboliser, etc. parce que on a dit une connerie sur la Shoah, machin, etc. Tout ça est anecdotique. Notre problème, c'est pas les intifadas, c'est pas la Shoah, c'est pas etc. Tout ça nous empêche de voir le principal problème. C'est l'islam, quoi. C'est le tournant de 2001, Al-Qaïda, ça participe de ça. L'auteur qui a un peu théorisé ça, c'est Guillaume Fay, qui ensuite, donc qui est un auteur qui est de la nouvelle droite, hein, donc proche d'Alain de Benoît, anciennement proche d'Alain de Benoît, etc., qui lui est un antisémite mais radical. Et qui en gros vraiment dans le tournant des années 2000 va faire des bouquins pour dire c'est l'islam. Et Guillaume Fay qui est par ailleurs repris, si Bardella il lit pas Fay, etc. Il y a des formules société multiculturelle, multiconflictuelle, et ça c'est du Fay, c'est recraché par tous les cadres du RN. Ce qui ne veut pas dire que ces gens-là n'étaient plus antisémites, mais la priorité n'était plus là-dedans. Donc déjà il y a ça, ce qui fait que les identitaires, génération identitaire, tout ça, etc., avec aussi cette idée que il y a la civilisation européenne qui est en conflit avec la civilisation arabo-musulmane, et que donc dans ce cadre-là, le fils de ça, c'est Netanyahou. Netanyahou qui dit nous sommes dans une lutte de civilisation, il fait exactement ce que disent les identitaires. Israël comme poste avancé de l'Occident, c'était ça, le cas. c'est ce que pensaient les identitaires de SOS Chrétiens d'Orient aussi. Notamment, non. C'est compliqué. Parce que il y a un épisode un peu bizarre où on les voit tous interviewer Bachar el-Assad, aller en Syrie, etc. Est-ce que c'était plus c'est autre chose. C'était le RNJ, c'était Julien Rogy, c'était Charlotte Dornelas, sur ça c'est un peu compliqué. Parce que des types comme je sais pas si vous voyez, mais un type comme Thierry Mariani, qui est très loquace sur les questions internationales. Charles de Meyer, c'est son assistant parlementaire. Vous l'entendez jamais parler sur Israël. En fait, parce que lui il a pas une grille totalement civilisationnelle du truc en fait. Typiquement il va être pour l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, alors que beaucoup sur ces questions-là t'as pas de ligne vraiment très unifiée, c'est encore des questions sur lesquelles... Sur l'Arménie aussi quand même. Sur l'Arménie, mais sur... sur Israël, si, majoritairement, à part les nationalistes révolutionnaires qui, eux, sont plutôt du côté des Gazaouis, des Palestiniens, aujourd'hui, toute l'extrême droite est unifiée autour d'Israël, parce que toute l'extrême droite est identitaire. Oui, mais tu vois, t'as quand même des petites... les groupuscules qui vont... Mais ça, c'est les nationalistes révolutionnaires. Mais pour nous, c'est une minorité. En vrai, non ? Si. Mais on a écrit le bouquin, on sait. Mais peut-être on peut faire un point d'étape, de résumé. Du coup, c'est quoi les éléments principaux qui définissent identitaire pour vous, genre qui limitent et qui caractérisent principalement en quelques termes? Vas-y. Je pense que c'est une conception ethnico-culturelle du politique. Ce qui fait le politique, c'est plus la nation entendue comme un espace où on peut assimiler des gens, etc. C'est les trois niveaux d'identité que définissent les identitaires, les petites patries. Si vous voulez, en gros, un musulman qui arriverait en France, ou dont les parents seraient arrivés en France, pourrait devenir français, mais ne serait jamais breton. C'est comme ça qu'ils disent, quoi. Être breton, ça permet d'ancrer dans de l'ethnico, dans de l'ethnique, quelque chose que là où la nation pourrait éventuellement être assimilationniste, etc. Il y a quand même le niveau national, et puis il y a le niveau civilisationnel. Ça, c'est l'Europe. C'est pour ça que les identitaires sont les enfants de la nouvelle droite, les croyants sont d'une race indo-européenne, qu'on essaie de prouver par la linguistique, par tout un tas de choses qui, en gros, la culture, tout ce que tu veux, etc. Mais ce qui fait que on n'assimile pas des gens à la culture européenne, quoi. Donc il y a ça, peut-être. C'est que ça, quoi. Bah oui, ça. Donc fondamentalement, c'est ça. Si je résume rapidement, les identitaires à la base, c'est régionalisme, petite patrie d'un côté, et Europe, continent, quoi, avec une sorte d'indifférence ou de point d'oscillation sur la nation, tandis que au départ, il y avait les souverainistes qui étaient plus sur la nation, l'intégration politique et point. C'est ça. Donc là, on a une sorte de synthèse des deux, en gros, des anciens souverainistes qui maintenant se représentent comme d'abord bretons, puis en même temps européens. Je pense que le côté petite patrie aujourd'hui a moins d'importance que
le côté l'identité française, c'est quelque chose qui ne peut pas être métissé en fait, qui peut pas supporter un métissage ethnique, culturel, et que c'est un héritage, c'est un peuple historique, etc. Comme ils le disent encore, un peuple historique qu'on doit régénérer et qui ne doit pas subir de métissage. Du coup, si je posais cette question, c'est parce que hier, on a accueilli un sociologue grec qui s'appelle Yanos et qui nous disait que, au fond, le RN au pouvoir allait engendrer une sorte de mécanisme social de type ultra assimilationniste, rendant possible l'existence d'un musulman, du moment que c'est très caché qu'il est musulman, en gros, en quelque sorte, dans l'unité politique de la nation française. Or, ce que vous me semblez dire, c'est que les identitaires ont gagné, et par conséquent, si ils ont gagné dans la logique RN, alors là, ça a l'air d'être moins faisable, cette logique de grande assimilation. Il y a le réel et il y a ce qu'on veut, quoi. Oui, il y a ça, et il y a aussi le double discours de Bardella qui dit... qui disait encore, si vous êtes, pour rassurer une dame d'origine étrangère qui appelait à la radio en disant « moi j'ai peur que vous arriviez au pouvoir », non, attendez, vous êtes d'origine étrangère, mais si vous travaillez, si vous respectez la loi, etc., vous n'avez pas de souci à vous faire. Et en même temps, dans une autre interview, il va dire « attendez, l'islam n'a pas poussé dans les prairies normandes ». Donc, en fait, il ménage à la fois ce double discours, donc on ne peut pas tout à fait... Mais en fait, il y a une histoire de pragmatisme, tout simplement. C'est-à-dire que, je sais pas, on a le même sujet à gauche, quoi. C'est qu'est-ce que tu fais en premier, comment t'arrives, etc. Là, c'est concrètement, ils sont là. Sous-entendu, les immigrés qui ont la nationalité et les immigrés qui l'ont pas. Alors les immigrés qui l'ont pas, qui sont des étrangers, ça, l'idée, c'est de les dégoûter le plus de rester, de venir déjà et de rester. Ça passe par tout un tas de mesures discriminatoires destinées à les persécuter. Le chômage de longue durée, on supprime les aides sociales, on supprime les soins gratuits, on supprime l'accès au logement, les chômeurs de longue durée partent, etc. Bon, tout ça, c'est vraiment mais ça, c'est vraiment les étrangers. En revanche, les immigrés qui sont là et qui ont la nationalité française, pendant très longtemps, les identitaires, et c'est le but, c'est le but final évidemment, était quand même de les dégager, quoi. Alors, le problème, c'est que comment on fait Marine Le Pen dit une fois qu'on est français, etc. Je pense qu'il y a quand même une volonté quand même de les dégoûter, c'est-à-dire voilà ce que tu disais sur l'islam, à savoir l'islam peut être pratiqué dans le silence. Interdiction du port du voile dans l'espace public, ça reste une mesure qui de l'abattage rituel, etc. Donc en gros, l'idée, c'est quand même globalement de les inviter, enfin de faire sentir que leur présence n'est pas la bonne, etc. Mais surtout de limiter là les gens qui sont là, de pas en faire venir, quoi. C'est-à-dire que on peut pas déporter les gens, c'est compliqué, ils le savent, etc. On l'a déjà fait, c'est pas possible, quoi. Et ils le disent, vraiment. Ça c'est plus l'AfD, donc l'extrême droite allemande, qui le patron qui avait un plan de remigration, etc. Et en fait, tout le problème, c'est que là, comment on les fait pour dégager, etc. Par quel mécanisme on le fait, etc. On peut plus les mettre dans des charters, on peut plus les mettre dans des trains, etc. Ça va pas empêcher de Bardella de dire on les met dans les charters. Pour ceux qui mais des sont, étrangers. Des étrangers. Mais donc du coup, ceux qui sont là, comment on fait c'est pour ça que Bardella et toute cette génération-là sont mus par l'urgence, par le sentiment de l'urgence. C'est ce qu'ils disent tout le temps. C'est l'urgence. On a 10 ans. Pourquoi on a 10 ans ? Parce que les flux migratoires, selon eux, sont toujours importants. Et en gros, ils le sont de plus en plus, etc., etc. Donc en fait, le danger, c'est vraiment le métissage du peuple français et donc la perte de ce qu'ils appellent tous le peuple historique. Vraiment, c'est ça, quoi. Donc en gros, les blancs. Donc c'est pour ça que c'est vite. On a une fenêtre d'opportunité. Après, ce sera trop tard. Ils sont persuadés. Et c'est pour ça aussi que cette génération a décidé que tous leurs désaccords étaient anecdotiques devant l'urgence, quoi. Donc c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Donc en fait, concrètement, c'est ça. Donc en fait, là, c'est une espèce d'union sacrée face à la menace de ce grand emplacement, de cette submersion migratoire, de ce métissage, quel que soit le terme dont ils disent, parce que démographiquement, pour eux, c'est fini. Et même, quand vous parlez comme un mec comme Pierre Gentillet, il est persuadé que dans 15 ans, il y aura, ou même 10 ans, il y aura des gens, Mélenchon, en gros, tous les musulmans des quartiers seront avec Mélenchon, et c'est limite,
ils iront pas dans les centres-villes pour tuer les enfants blancs avec des fourches, quoi. C'est cette mentalité-là obsidionale et d'urgence, mais qui est proprement une mentalité d'extrême droite, quoi. Cette espèce d'urgence de la décadence, etc. C'est quelque chose qui meut l'extrême droite depuis tout le temps, ce qui fait que cette génération-là est fondamentalement l'héritière vraiment mais pure et chimiquement pure de l'extrême droite, même si elle en a pas totalement toute la culture, quoi. Vous connaissez vachement bien l'extrême droite, la nouvelle droite, etc. Une question qui se pose quand même, c'est qu'est-ce que vous analysez, repérez dans le grand déplacement qu'il y a eu ces 7 dernières années dans la politique macroniste, qui a à la base été se présenter comme une sorte de nini social, quand même un peu avec un peu de social, mais quand même de la droite libérale forte. Et puis là, on voit que la loi immigration. Que ce soit la immigration, même avant, retirer la baya dans les écoles, l'uniforme, enfin bref. Est-ce que vous considérez que le macronisme est devenu identitaire au fond à la fin, ou alors que c'est juste une manœuvre pour survivre de la part de ce qui a été appelé par notre dernier invité d'il y a 2 jours, Palom Barini, le bloc bourgeois, quoi. En gros, parce que je vais dire le fond du truc. Parfois, j'ai l'impression que on a dans ce bloc bourgeois et dans la politique de Macron quelque chose de tellement attaché à rester au pouvoir coûte que coûte que j'en viens presque à me dire si c'est pas lui qui nous joue encore un espèce de dernier coup de poker après le dernier là, plus effrayant encore que le précédent. Est-ce que du coup, en gros, bon voilà, je veux dire, quelle nature de proximité, d'éloignement vous voyez avec le macronisme ? Identitaire, je sais pas, ce qui est sûr, c'est que comme ces idées d'extrême droite ont infusé ces 15 dernières années dans toute la société, le macronisme n'est pas éloigné de ça, ça a infusé aussi au sein du macronisme, ce qui amène le gouvernement à faire voter une loi qui comporte la priorité nationale, qui est quand même l'idée originale du Front National et de l'extrême droite. Mais je pense pas qu'on peut dire que le macronisme est identitaire. En fait, de toute façon, c'est pas vraiment un... Personne n'est macroniste. Et infusé, oui. C'est pas une identité, quoi. Est-ce que le macronisme a suffisamment de contenance idéologique pour être identitaire, ou est-ce qu'il court pas après, tu vois, une espèce d'air du temps comme fait LR aujourd'hui, quoi. Ouais, alors LR sont quand même bien devant. LR sont identitaires, mais il y avait un truc, effectivement, dans le macronisme de 2017 qui était libéral dans tous les sens du terme, qui n'existe plus, ça c'est certain. Macron parle de programme immigrationniste aujourd'hui, quoi. Contre le Front Populaire. Contre le Front Populaire, ouais. C'est donc ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est la bolloréosphère en termes général accueille plutôt bien le macronisme, pas que, mais un petit peu quand même, ou en tout cas des moments du macronisme, etc. Je veux dire, le premier JDD, ou un des premiers, c'est Attal, et c'est négocié avec Attal, etc. La baya, c'est Attal, et c'est surtout Attal qui décide de faire la rentrée là-dessus, quoi. Donc mais du coup, là, c'est bien parce que tu évoques Bolloré, que vous évoquiez Bolloré, parce que en fait, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué. Une des questions qui se pose aussi, c'est certes, il peut y avoir des circonstances qui font que les gens commencent à dire l'ennemi c'est l'islam, machin, le tournant identitaire des souverainistes, peut-être, j'en sais rien. Mais quel rôle joue le fait qu'un certain capitaliste identitaire lui-même, chrétien, breton pour le coup, viennent arroser tous les petits journaux, tous les petits youtubeurs, en fait à peu près toutes les formes de l'écosystème d'extrême droite. Déjà, quelle est la place du coup de Bolloré dans cet écosystème, premièrement, et deuxièmement, surtout, c'est quoi l'intérêt de Bolloré dans ces conflictualités de capitalistes, d'accentuer le côté fascisant de la société française. Comment vous le comprenez-vous ? Je pense que lui, déjà la question de l'importance, c'est faux. C'est juste ses idées, il a de l'argent. Je pense que lui, c'est le côté civilisationnel qui lui plaît là-dedans. C'est le côté défense de la civilisation chrétienne, européenne, occidentale, blanche.
Et sur l'importance elle est fondamentale, son importance pour l'écosystème d'extrême droite. En fait, ça leur a permis, mais ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir accès à des médias qui ont une force de frappe énorme. Il y a 15 ans, un jeune d'extrême droite, il allait sur TV Liberté. Et il était regardé par 300 personnes. Mais encore, c'était nouveau. Et encore ça faisait partie des trucs un peu modernes qui sortaient de... C'était Pluriparole, on lançait des médias, etc. Radio Courtoisie, TV Liberté. Aujourd'hui, on va sur CNews, on va sur Europe 1, on va sur TPMP, et on a des audiences de parfois 1 million de téléspectateurs qui diffusent. Aujourd'hui, CNews, leurs chroniqueurs, c'est des gens qui viennent de Némésis. Némésis, c'est un groupuscule islamophobe féministe qui a été condamné, qui fait des actions d'agit-prop dans des manifestations. Parfois, il y a des bagarres violentes autour de ça. Ils piochent dans les groupuscules identitaires, parfois condamnés par la loi, génération identitaire. Ce qui est impressionnant, ce qu'on essaye de mettre un peu au jour dans le bouquin, c'est à quel point ils s'autoproduisent eux-mêmes, quoi. Ouais. En fait, ils ont un écosystème, et c'est vraiment un écosystème, ça qui est dingue. Il y a un chapitre dans lequel on a une enquête sur l'Institut de formation politique, l'IFP. En fait, l'IFP, c'est un truc qui a été fait dans les années 2000 à peu près, qui était un truc libéral, de droite, etc., pour un peu former les jeunes. Et puis, à partir des années 2010, ça a commencé à être l'un des points de rencontre, l'un des nombreux points de rencontre. C'est à la fois un laboratoire, un point de rencontre, un lieu de formation, c'est très bizarre. Entre toutes les droites. Donc ça va du jeune LR, un type comme Guillaume Carayon par exemple, il était formateur là-bas, etc., au mec le plus radical, un mec de génération identitaire, etc., en passant par le RN, par des journalistes du Figaro, etc. Donc tout ça est ensemble, etc. À l'IFP, vous avez des gens qui viennent, qui sont formés à la prise en parole, etc. Par les réseaux, ils viennent ensuite parler sur CNews, ou alors ils sont formés, ou alors c'est des jeunes de CNews, parce que CNews, le JDD, tout ça, etc. Il y a une école de journalisme maintenant qui est liée à l'IFP, qui produit des petits journalistes, des petites mains qui vont ensuite sur CNews et qui deviennent ensuite formateurs à l'IFP. Et ça, c'est un circuit complètement fermé. La presse de droite et d'extrême droite comme Bolloré et le JDD, ils ne recrutent pas dans les écoles de journalisme, on va dire, conventionnées. Ce qui considère qu'ils sont gangrénés par les gauchistes. Ouais, voilà, enfin les 14 reconnus, ou en gros, les 14 écoles journalistes reconnues, où globalement, c'est vrai, il y a assez peu de gens de droite et d'extrême droite, comme il y a assez peu de gens d'extrême gauche, mais bon, globalement, on est dans un truc enfin bref, c'est pas le JDD, etc. Ouais. Et oui. Et en gros, et donc en fait, ils les recrutent, ils les forment avec l'IFP, ils les emmènent à CNews. À l'IFP, il y a des gens qui donnent des cours. Ces gens qui donnent des cours, c'est des assistants parlementaires. C'est par exemple Charles de Meyer qui donne des cours à des journalistes de CNews. C'est par exemple Stanislas Rigaud qui lève machin, etc. Ensuite, l'IFP, ensuite les chroniqueurs de CNews viennent filer des cours à des jeunes de l'IFP, etc. L'IFP, par exemple, a été Ciotti qui rejoint le RN. Il a du mal à trouver des candidats. Qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle le directeur de l'IFP pour lui dire est-ce que tu n'aurais pas des jeunes, etc. Donc le mec fournit, c'est des mises en réseau, etc. À partir de ce moment-là, le mec qui est sur Bolloré, il passe sur Europe 1, ensuite il a une tribune dans le Figaro Vox, etc. Et en fait, ça tourne en vase clos, ça permet de faire monter des gens, de faire monter des thèmes, etc. Et surtout, en fait, Alors, le problème, c'est qu'ils sont pas bons. Ils sont mauvais, c'est-à-dire qu'ils arrivent pas encore à faire ce que nous, la gauche, en fait, on a fait depuis des années, c'est-à-dire enquêter sur l'extrême droite, révéler les trucs, etc. C'est-à-dire qu'ils font pas d'enquête, etc. machin, mais ils arrivent quand même à faire un blabla, etc. qui touche beaucoup de gens. Donc, enfin, nous, ce qu'on essaie vraiment de mettre, en gros, la thèse du bouquin, c'est ça, c'est le rôle du bouquin, c'est de mettre au jour tous ces réseaux-là, comment tout va ensemble, etc. Et Bolloré participe pleinement de ça. Participe vraiment pleinement de ça, quoi. Et juste, j'ai l'impression qu'il faut ajouter un truc, c'est que c'est comme si, j'ai l'impression que c'est un fait important, c'est comme s'il y avait une sorte de deal tacite, parce que je m'entends d'où, j'arrive pas, de deal tacite entre Bolloré et le pénisme, qui est d'abandonner leur côté pas très libéral, quoi. C'est-à-dire que là ce qui a quand même énorme, parce que moi j'ai l'impression que le FN avait quand même s'était refait un petit peu peau neuve avec 2005, le rejet du traité européen, etc. Et là, on voit bien tous les journalistes de gauche, tous les journalistes genre mais sur l'Europe, vous disiez que maintenant vous avez changé d'avis. Comme si en fait on les mettait face à une contradiction, mais en fait c'en est peut-être pas une, c'est juste qu'en fait à un moment donné
pragmatiquement, si on veut s'allier un capitaliste comme Bolloré, bon bah en fait il faut quand même rester bien pris dans l'économie néolibérale, quoi. Bah, c'est notamment pour ça que Bardella plaît plus à cette sphère-là, parce qu'il a un discours qui est, sur la forme en tout cas, très... c'est grossier, mais voilà, c'est pro-business, c'est les plus grosses fortunes sont françaises, c'est une fierté, c'est moins étatiste que Marine Le Pen, et sûr que Bolloré, le tournant un peu pro-patronat du RN, il n'a pas vu ça d'un mauvais œil. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans avant, il y avait beaucoup moins de... par exemple, pendant la campagne présidentielle, il roulait clairement pour Zemmour. Là, il y a eu une petite transition qui s'est effectuée et le RN est moins mal vu par les sphères Bolloré. En fait, le truc du RN, effectivement, c'est qu'ils ont jamais... n'en déplaise à Bruno Le Maire qui dit que c'est le programme le plus marxiste depuis les 50 ans, etc. Le RN n'a jamais... ou quasiment pas, voilà, mais même proposer de toucher au capital, quoi. C'est quelque chose vraiment le RN était les toujours un peu, mais les beaucoup moins étaient étatistes et protectionnistes, ça c'est sûr, etc. Mais en fait voilà, mais bon, et ça c'était déjà trop pour les gens comme Bolloré et pour tout cet écosystème d'extrême droite conservateur qui était autour de Valeurs Actuelles, de Bolloré, etc. qui eux n'ont jamais aimé Marine Le Pen et Marine Le Pen les a pas aimés non plus, etc. En gros, ce qui s'est un petit peu passé, donc c'était sous l'influence de Philippot, etc., avec laquelle elle était en phase. Et en fait, c'est créé un truc qui s'appelle les Horaces. Les Horaces, c'est des conseillers qui sont des hauts fonctionnaires, des gens qui sont intégrés dans le monde économique, etc., qui veulent garder leur anonymat parce que c'était encore stigmatisant. Ça l'est encore un petit peu, mais moins. Mais c'était très stigmatisant d'être avec le FN dans les années 2010. Ce cabinet de conseil d'experts, en fait, a été créé vraiment ad hoc pour contrebalancer les influences gauchistes de Philippot. Dans ces Horaces, aujourd'hui, qui est-ce que vous retrouvez ? Vous retrouvez un mec qui s'appelle François Durvy. François Durvy, il n'est pas très connu, mais c'est le fondé de pouvoir, en gros, de Sterrin. Sterrin, c'est le nouveau milliardaire, c'est le nouveau Bolloré. Vous avez aimé Bolloré, vous allez adorer Sterrin. C'est quoi ? C'est Pierre-Édouard, non ? Pierre-Édouard Sterrin. C'est le fondateur de Smartbox qui investit dans tout ce qui est l'extrême droite culturelle et qui a envie de se lancer dans la bataille des idées aussi. Et lui est maqué avec Le Pen. Et son fondé de pouvoir, c'est chez son fondé de pouvoir que Marine Le Pen a révisé son débat d'entre-deux tours de 2022. Il est chez les Horaces, etc. Ça fait plein. Là, il est à la manœuvre là en ce moment avec les investitures, etc. Donc c'est un milliardaire, etc. Et vous voyez concrètement que comment tu fais pour tenir un programme dont les seules sources où en fait il y a beaucoup de dépenses parce que le RN sur les dépenses de TVA, etc. C'est un programme qui implique beaucoup de dépenses, mais sans avoir de recettes en ce moment, sans toucher à rien, etc. Pendant très longtemps, la panacée, si tu veux, c'est l'immigration. C'est compliqué parce que là, ils pourront pas faire autant d'économies sur l'immigration qu'ils pourront parce qu'ils ont pas toutes les manettes. Donc, effectivement, ils sont en train de péter leur programme social, etc. La retraite, c'est fini. En une semaine, là, ils ont en gros, leur réforme des retraites, ça va devenir en gros peut-être, on sait pas, mais en gros un truc d'ajustement sur les carrières longues. C'est que ça, ouais. Pour l'instant, c'est que ça, c'est carrières longues. Et vous voyez le traitement médiatique, notamment du Figaro, qui s'en ressent, quoi. Vous avez le patron du Figaro qui vient vous faire sur Europe 1 l'éloge de l'Union des droites avec Éric Ciotti. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est totalement ça. Je pense que mais c'est moins, c'est les deux, quoi. Tu vois, c'est à la fois pour s'attirer ce truc-là, etc. Et puis c'est tout simplement, en fait, à partir du moment où vous voulez pas toucher aux structures du capital, augmenter les impôts, ce que tu veux, renégocier la dette, machin, etc. Tu peux pas faire énormément d'économies, tu peux pas faire infiniment d'économies sur l'immigration. Donc en fait, tu es obligé d'abandonner ton programme social en conservant deux, trois marqueurs. Là, moi j'ai une autre hypothèse très brouillonne dans ma tête. C'est que moi au début, le Bolloré qui assume son côté extrême droite, en tout cas civilisationnel, etc. Au début, je disais à qui voulait l'entendre, en fait, quand on a autant de blé que lui, quand on investit dans la presse, etc., c'est pas pour gagner de l'argent. Donc c'est évidemment uniquement pour des raisons politiques, quoi, parce qu'on devient rarement riche en investissant dans la presse.
Et en fait, là, je suis un peu en train de réviser mon jugement. Parce que vous parliez avant de comment ils créent leur. Enfin, ils ont quasiment tout leur propre réseau de presse. Là. Et moi, j'ai une pratique un petit peu bizarre, c'est que quasiment tous les matins, je regarde les 4-5 petits extraits sur Twitter de 1 minute ou 2 de Touche pas à mon poste de Éric Zemmour. Et je le fais vraiment sérieusement, parce que je pense que je pense qu'en fait, on capte quelque chose en s'infligeant ça. Et en fait, à un certain point, je me suis dit, mais finalement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas juste qu'ils font de l'influence, voter RN, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le fascisme, de manière générale, c'est pas juste des bottes, de la force, en gros, du mal. C'est aussi très souvent une manière très puissante d'être abruti, quoi. Et en fait, quand on regarde TPMP, en fait, c'est le rôle de ça TPMP. tourne toujours, ça. En fait, tous les jours, donc il y a évidemment les coups d'éclat, évidemment, le fait central, c'est les séances d'humiliation absolument quotidiennes qui sont d'une brutalité. Personne ne tolérerait d'être même l'ouvrier au dernier niveau du machin, il n'accepterait pas que son contremaître lui parle comme ça. Donc diffusion massive de cette humiliation, c'est très important. Mais surtout, les thèmes, quand il n'y a pas des trucs un peu de clash, etc., c'est toujours la même chose. Bon, alors, c'est les gamines qui se font dézinguer, violer, les gens qui sont fait les squatteurs, les machins, voilà. Enfin, c'est-à-dire que c'est du fait divers avec une redondance, et pour le coup là c'est un peu difficile de regarder parce que c'est vraiment c'est du F de souche. Mais en fait moi ça m'a fait penser à Oberton, au livre de Laurent Oberton, La France Orange Mécanique, qui est donc en fait qui est ça, c'est une somme de faits divers dont il fait, c'est intellectuellement c'est vraiment nul, c'est en dessous de nul, mais qui s'est par exemple hyper bien vendu. Et donc, c'est pour ça que je suis hyper long, je suis très fatigué, j'ai du mal à me place, et donc en fait à un certain moment je me suis dit, mais en fait Bolloré, c'est pas juste qu'il veut faire de l'influence, c'est qu'en fait il y a peut-être une espèce de derrière le conservatisme, il y a aussi une sorte d'idéal d'une nouvelle société dont on pourrait dire l'exemple pourrait être le film Idiocratie qu'on a tué, et qui finalement est rentable aussi. En fait, et là, quand il y a eu le JDD qui a été repris, etc., tous les journalistes se sont dit genre, regardez comme c'est nul, mais un peu comme tu viens de le faire, genre, ils font pas d'enquête, et c'est vrai, ils font pas d'enquête. Mais la question, c'est pas est-ce que c'est nul ou est-ce que c'est bien selon ces critères-là, c'est est-ce que ça marche, est-ce que finalement, petit à petit, ça ne produit pas une population friande de petits faits divers dégueulasses, de petites misères. CNews, ça marche. CNews, ça marche. TPMP, ça marche. Et puis c'est cheap. CNews, il n'y a pas de reporter de terrain. Tu mets 3 vieux. Et plus un mec de gauche qui se fait insulter, et c'est que ça quoi. Non mais franchement, c'est il y a François. Enfin toi, ce qui est François. Alors là, c'est sur une frange très très particulière, conspi, etc. Mais quand on voit François, c'est genre la forme et tout ça, ça fait hyper pitié. On se dit mais en fait ça je suis probablement pas millionnaire non plus, mais en tout cas ça tourne, ça s'alimente, ça produit son public, ça produit sa forme, produit son public et crée sa bulle quoi. Mais ce que tu dis sur les faits divers, c'est hyper symptomatique aussi parce que c'est toute la sphère d'extrême droite sur les réseaux sociaux, elle fonctionne avec ça. C'est F de souche, c'est Damien Rieu, c'est tous les petits faits divers qui sont pris, qui sont montés en épingle et qui sont liés à la thématique identitaire. Et 9 fois sur 10, un sujet de Hanouna, c'est un tweet. Ah oui, on a vu sur Twitter que machin. Enfin, c'est souvent des tweets d'influenceurs. Ils le reprenaient comme une vérité. Genre quand ils avaient parlé des gens qui étaient de je sais plus quelle drogue des États-Unis qui étaient arrivés en France. Et en fait, c'était un handicapé, quelqu'un avait filmé, avait mis sur Twitter. Ils s'en foutent. Ouais, mais je trouvais ça aussi intéressant ce que tu disais sur l'humiliation. En fait, c'est souvent la caution de gauche qui prend. En l'occurrence, Gilles Verdez, qui accepte, on ne sait pas pourquoi, de quotidiennement se faire insulter pendant 20 minutes. Non, mais c'est une espèce d'idéal de management, tu vois. Sur Europe 1, là, ils ont leur truc d'Europe 1 depuis. Et là, aujourd'hui, il y a eu 4 minutes de Hanouna. Parce que le premier jour, maintenant, on a plusieurs à regarder, on se dit, putain, en fait, Hanouna, il est beaucoup moins débile. Enfin, en fait, quand il est en mode sérieux, on comprend que c'est pas juste un bouffon. Non. Il est plus malin qu'il n'est. Mais sauf que ces réflexes
pour le coup, à mon avis, en termes d'éthos purement fasciste, d'humiliation, de tout ce qui est autour de toi, de machin, et ben là, Gilles Verdès, il a pris 6 minutes de trucs genre, tu dis n'importe quoi, t'es vraiment une merde, t'es machin, C'est très grave ce que tu dis. Et autant, et ce que je trouve c'est fou, c'est que autant dans tes PMP, les gens ils bougent un peu, il y a des écoles, je vis des gens qui écoutent ça à la radio. Mais ouais. Alors t'es une merde. Ferme ta bouche, machin. C'est vrai que c'est d'une violence, enfin moi c'est ce qui fait que c'est regardable, parce que je trouve que c'est d'une violence et d'une brutalité, je me dis mais comment, tu vois, c'est... Enfin il est pas à plaindre, Verdès, hein, il est payé, mais, non, mais... mais ça fait mal, quoi. Mais je m'interroge, Mais ouais. Mais c'est terrible, c'est... Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions Et juste entre parenthèses, Hanouna a aussi énormément eu son rôle en fait dans la promotion de gens. Une personne comme Thaïs Descuffon, donc l'ancienne égérie de machin, etc., ont fait leur première télé donc de Génération Identitaire, ont fait leur première télé sur TPMP. Moi, ce que me disent les identitaires, etc., c'est partir de là, en gros, ils ont fait leur truc sur c'était la manif Adama Traoré, République. Ils font leur banderole, c'est-à-dire qu'ils sont 10. Ils font leur banderole, il y a, je sais pas combien de personnes, 30 000 personnes qui les insultent, etc. Les mecs font de la piraterie, quoi. Ils en sont très contents, etc. On ne parle que de ça. C'est-à-dire que les mecs sont 10, ils piratent le truc. Ils sont invités devant 2 millions de téléspectateurs. Ça explose, les adhésions explosent, etc., les coups de fil, etc. Il m'a dit, voilà. Toujours la petite action, l'incubateur pour Némésis, c'était la même chose. Némésis, il y a Élise Cordier, la chef du mouvement, elle est invitée sur TPMP et sur CNews. Le rôle des chaînes d'infos en continu est essentiel dans ces trucs-là. Poitiers, la première action des Générations Identitaires, elle se fait en collaboration avec BFM. Elle se fait avec les chaînes d'infos, etc. Ils ont très bien compris le truc. Machin. Question. Pardon. Moi j'ai une question, vous avez dit à plusieurs reprises qu'il s'inspirait en fait de l'extrême gauche à plein de moments, enfin on a ricané sur la question de la révolution culturelle qui est une référence maoïste. Après moi je sais pas, il y avait... Avant la discussion on avait dit que revient la référence aussi trotskiste et lambertiste revient. Exactement, ouais. Alors, du coup je sais pas, à la fois est-ce que si vous avez envie d'en dire plus sur ça, mais aussi moi je me disais un peu pour retourner le truc, je me disais du coup comme c'est quand même là les fascistes qui sont en puissance et que peut-être c'est une stratégie de imiter l'ennemi qui marche, est-ce que vous qui les connaissez bien, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait imiter ou est-ce que vous dites en face qu'il y a des... Ouais, on va utiliser toutes les anecdotes pourries là. Non, parce que les imiter, ça reviendrait à imiter la gauche en moins bien. Est-ce que ça a un cercle vicieux ou alors est-ce que dans ce que vous avez analysé, il y a quand même des structurations ou des formes d'organisation qui vous semblent... Si, il y a un endroit où ils sont très bons, c'est sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a le bouquin de Dominique Albertini et David Doucet le raconte bien, la fachosphère, comment ils ont réussi à se saisir des réseaux sociaux pour en faire un espace de diffusion de leurs idées et pour créer des bulles cognitives sur différentes thématiques qui permettaient de faire grossir leur idéologie et de la diffuser. Ouais, sinon, je sais pas. À part les réseaux sociaux, je vois... Honnêtement, là où ils sont bons... je sais pas, franchement, je les trouve pas très bons, quoi. Enfin, comment dire, ouais. Alors, bon, je sais pas. Mais sur le mimétisme avec la gauche, etc., en fait, ils sont fascinés par la gauche. Mais ils ont toujours été fascinés par la gauche. Et que, concrètement, le FN de 1972 est créé en copiant le Parti communiste. Les structures, le bureau politique, le comité central, ce sont des structures qui sont des structures communistes. Parce que ça a été créé, le FN, on parle toujours de tel Waffen-SS, etc., mais le premier secrétaire général du FN, enfin le vrai secrétaire général, qui s'appelait Victor Barthélemy, c'était l'un des anciens bras droits de Doriot, du Parti populaire français, qui venait du Parti communiste. Donc il y en a eu plusieurs des mecs du PPF, des ex du PPF, qui en fait machin. Donc le bolchevisme, enfin pour eux c'est vraiment une méthode idéale, etc. Ensuite il y a l'offensive culturelle, la capacité à imposer ses thèmes dans le débat public, etc.
Et là, c'est ce que appelle le gramscisme de droite, c'est ce qu'a essayé de faire la nouvelle droite, notamment en essayant de prendre le Figaro Magazine à la fin des années 70, en faisant, mais bon, c'est quand même resté globalement dans une sphère intellectuelle un peu privée, droite, quoi. ouais. Ouais, la nouvelle droite, c'est à part l'épisode du Figaro Magazine, globalement c'est ça, quoi. Ouais. Et donc c'était compliqué. Les identitaires sont fans de la capacité de. Et même Les des auteurs, identitaires se considèrent comme un Greenpeace de droite. Donc en fait c'est de l'activisme. C'est-à-dire qu'en fait les mecs ils se sont dit putain mais ce qu'il faut faire en fait c'est délivrer un message. Et alors qu'avant, parce que l'activisme radical de l'extrême droite, globalement, jusque dans les années 2000, il consistait d'abord à s'en prendre à des personnes, que ce soit des travailleurs immigrés, des gens de gauche, etc., quoi. Donc c'était une sorte de propagande par le fait un peu naze, quoi. Même si ça les défoulait, quoi. Mais eux, ils se sont dit, en fait, on va arrêter de s'en prendre aux personnes. On va délivrer un message. Donc c'est des banderoles, c'est des fumigènes, c'est des trucs, etc. Et ça, c'est directement inspiré de la gauche, effectivement. mais même dans leurs rassemblements, dans leurs événements, c'est des miroirs inversés. Tu parlais de la BBR, c'est vraiment une réaction à la fête de l'humanité. Oui. Jeanne d'Arc, c'est une réaction à la fête du premier. Enfin, Ouais. il y a toujours la vrai. gauche fait ça, nous aussi. Alors il faut qu'on ait notre événement. Ou les derniers événements qu'il y a eu dans le sud. Comment ça s'appelle avec le gars qui s'est fait au bal là, je m'en rappelle plus. Ouais. À Crépole. Oui, voilà, tout Ouais. le truc de Crépole où ils ont un peu imité. Enfin, c'est pareil, c'était la forme avec un martyr, on fait une banderole, on fait un cortège. Ouais. Absolument. On reprend Ouais. les codes Ça, de. C'était fait juste avant. Ouais. Oui, totalement. Ah bah oui, totalement. Justice pour Thomas. Ouais, justice pour Thomas. Il copie le truc, etc. Zemmour qui parle du francocide, c'est-à-dire que quand, en gros, un blanc se fait tuer, il se fait tuer parce qu'il est blanc. C'est copié sur le féminicide, pour montrer Ils le caractère... reprennent les codes, ils s'approprient les codes et le vocabulaire même. Ouais. Donc en fait, le conseil, ce serait que la gauche continue à faire ce qu'elle fait, mais en mieux, quoi. Non, et puis moi aussi, je me demande s'il n'y a pas un peu pas un piège, mais en tout cas un petit biais à voir leur déploiement à partir des nouvelles techniques qu'ils utilisent. Enfin, typiquement, moi, je trouve que c'est marrant ce qu'il y a sur Greenpeace, effectivement, la grande banderole, quand ils occupent la mosquée, le machin, c'est effectivement ça, tu dis c'est ça, la forme c'est Greenpeace, mais moi j'ai quand même l'impression que je sais pas s'ils avaient fait ça, si le même nombre de personnes avaient fait ça au même endroit en 1987, je dis au pif, il y a longtemps, quand le FN était diabolisé, etc. Les gens se seraient fait tabasser, en fait. Enfin, genre, ils auraient pas osé faire ça. Que les FN. Ouais. Enfin, tu vois, ils auraient été obligés de le faire en mode commando, sinon ils avaient de grandes chances de finir avec un coup de pelle derrière la tête. Ouais. Et donc moi j'ai l'impression que il y a un rapport dialectique à minima, quoi, entre ce qu'ils tentent et ce que la société, entre guillemets, dans laquelle ils évoluent accepte et tolère. Typiquement, Alice Cordier, évidemment, quand on y réfléchit, c'est fou que une sorte de tâcheron pareil se retrouve à être à la télé comme ça, mais en réalité elle l'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts à trouver ce qu'elle dit finalement pas complètement débile. Donc, il y a bien sûr. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la question est-ce que Macron est fasciste, moi je trouve qu'il y a un texte de Frédéric Lordon là, qu'il a écrit il y a 3 jours que je trouve un peu marrant, parce que sur cette question là de la continuité, du fascisme, de la fascisation, il fait une petite nuance que je trouve un peu amusante, je sais pas si elle est juste, mais en tout cas qui est juste. Il dit en fait il y a des partis fascisateurs, c'est-à-dire que qui sont pas fascistes, mais en tout cas qui posent les discours, les paroles, les représentations, les logiques, etc., qui sont propices au fascisme, qui déploient en tout cas des affects fascistes. Et ensuite, bon, il y a des vrais fascistes, y compris un petit peu plus soft comme l'image de Bardella. C'est qu'en fait, et par ailleurs, pardon, mais je réfléchis en parlant, mais moi je trouve que la question qui se pose à nous là maintenant, elle est assez compliquée, parce que j'ai l'impression que le réflexe de gauche, c'est de se dire, c'est le réflexe un petit peu facile, le sport de réflexe, quoi. Ça va être le fascisme, et donc voilà, les grosses bottes, ils vont tuer tout le monde, ils vont être méchants. Je sais pas, un pote disait oh là là, ils vont tirer sur les gens en manif, etc. Moi j'ai le sentiment absolument inverse. À savoir que ça va être une sorte d'adaptation très douce, très sympa. Ils vont tout faire pour pas brusquer la petite bourgeoisie, etc. Et
Et que par ailleurs les forces qui vont pousser vers la fascisation, ça va certainement pas être, à mon avis, les gens avec très peu de neurones, les nationaux révolutionnaires, etc. Mais beaucoup plus, par exemple, la police qui, je sais pas, à l'occasion de la première bavure, dira, en fait, non, on n'a pas envie que notre collègue aille en garde à vue, par exemple. Ce genre de trucs-là, et qui vont, en fait, là, d'un coup, il va y avoir une espèce de fascisation qui va venir quasiment presque plus de la population fascisée que de l'appareil d'État aux mains des fascistes. En sachant que, mais je dis ça, et ce truc soft, moi je le vois, c'est que par contre, ce qu'il faut, et ça je pense que c'est extrêmement important d'avoir en tête, c'est que le fascisme, c'est pas une situation ou un État politique stable. Le fascisme, c'est un toboggan, et là je pense que le début de la pente va être très très doux, mais c'est un toboggan, et si personne le bloque ou le détruit, il va jusqu'au bout, quoi. Enfin, à la fin de la fin. Alors, c'est aussi une ambiance pardon. Quand même, je voudrais juste nuancer, ils vont quand même abroger le droit du sol. Là, c'était quoi. Donc c'est déjà un gros pas, quoi. C'est ouais. Et au-delà de ça, il y a les actes, et il y a aussi l'ambiance idéologique, que ça va être un truc diffus qui sera présent, qui sera de plus en plus présent, on l'a vu. Et c'est plus ça, je pense, on l'a vu au niveau médiatique, en fait, déjà ce que ça donnait avec la diffusion massive de discours racistes, identitaires, etc. Et ce sera le cas au niveau politique, une fois que l'appareil d'État sera aux mains du RN. Donc, ouais, et ce que tu disais sur la police, iront-ils même en garde à vue à partir du moment où il y a une présomption de légitime défense qui fait partie du programme du RN, où en gros, pour prouver qu'un policier a fait une bavure, il va falloir se lever très très tôt, quoi, ou alors vraiment avoir une vidéo bien faite, quoi. Ce qui est déjà en plus compliqué, quoi, de faire condamner un policier. Donc oui, effectivement, je pense que la question de la police est centrale, quoi, en fait, dans le truc, quoi. C'est que police qui vote déjà à 90% au moins RN, quoi. On peut s'imaginer que les manifestations si Bardella est élu, etc., que les manifestations qui vont suivre, la manière dont la police française, au vu de son inclination politique officielle et attestée, la manière dont elle va se comporter, la manière dont elle va probablement jubiler, ça va être un changement d'ambiance, à mon avis, assez palpable. Ça, on verra, parce qu'il est possible qu'elle tienne les gars, quoi, tu vois. Ils leur disent non, moi j'ai plus peur pour ce qui se passera dans les quartiers, loin de la place de la République et loin des manifestations où il y aura les médias, etc. En vrai, c'est ça qui est proprement terrifiant, quoi. Il y aura les deux. Il y aura sans doute les deux. Voilà. Quelqu'un d'autre a une question ? Moi j'avais une question. C'est peut-être une question un peu complémentaire à celle-là, sur ce qui pourrait être leur point faible, parce que vous avez dit par exemple l'idée de mettre à jour les réseaux. Donc est-ce que par exemple c'est dans une idée parce que vous avez aussi dit que c'était en vase clos, est-ce que c'est dans une idée que peut-être justement c'est des réseaux, vous avez parlé aussi de culture patrimoniale, est-ce que c'est l'idée que ces réseaux ils sont un peu fermés et que du coup ça pourrait être aussi une donnée qui pourrait leur porter préjudice à un moment, parce que s'il y a un afflux de personnes, de sympathisants, est-ce que ça peut créer une tension ? Est-ce que ça peut être un point faible ? Vous avez l'air de dire pas du tout. Non, il n'y a rien qui va leur porter préjudice. Tu peux sortir tout ce que tu veux, il n'y a rien qui leur portera préjudice. C'est assez. Non, je pense pas que le fait qu'ils fonctionnent en vase clos ce soit préjudiciable pour eux, parce que ils acceptent. En fait, c'est un vase clos, mais qui accepte tous les nouveaux arrivants, qui sont intégrés à ce système, qui ensuite se perpétue, mais avec juste plus de monde. Donc, par cercle concentrique aussi. On voit que en 2022, il y a eu 89 députés qui ont été élus. Ces 89 députés n'étaient pas tous chaperonnés par l'extrême droite, etc. Machin. Et pourtant, ils ont quand même très bien fonctionné, à savoir que ils ont fonctionné avec un cœur de nucléaire qui s'est un petit peu élargi, mais globalement c'est toujours une dizaine de personnes qui prend toutes les décisions au RN. Oui. Là maintenant il va y avoir cette étape où sans être sûr que ça va être un raz-de-marée, etc. Je pense qu'ils vont au moins doubler leur nombre de candidats. Est-ce que ça va être le bordel ? Ouais, justement, parce que là ils ont intégré d'autres
sensibilité. Ils ont été forcés, je pense, à LR, aux mecs de Marion Maréchal qui sont revenus, donc qui étaient partis parce que la ligne était différente. Ils vont devoir les réintégrer, ils vont devoir faire avec. Donc là où les 88 députés, c'était vraiment le doigt sur la couture du pantalon, est-ce que ça va être la même chose ? Et ça, effectivement, ça peut être un motif d'affaiblissement, la division, typiquement sur les questions sociétales qui ont toujours été un peu problématiques au sein du RN. Est-ce que ça va être sujet à plus de débats ? Parce que ceux qui sont revenus là, c'est des militants politiques, c'est pas des gens inexpérimentés et prêts à ne rien dire jamais, obéir à tous les ordres quoi qu'il leur en coûte. Donc ça va peut-être effectivement... Il faut voir comment le RN va gérer la diversité, on va dire, des droites et des extrêmes droites. Dans l'histoire du parti, il l'a toujours très mal géré. Oui, mais sauf que ça marche plus. Enfin, ce truc-là, cette idée que moi, je pense qu'il y a le biais journalistique et de gauche qui a été tenu depuis des années en disant regardez, on va révéler ce qu'ils sont vraiment derrière. ça marche pas. Ça marche plus du tout. Ah non, mais on parlait pas de ça. Nous, tout ce qu'on fait, rien de ce qu'on fait ne marche. Rien. Ça ne sert à rien. On fait ça parce que c'est notre travail. Hier ou avant-hier, il y a un des mecs qui se présente. Enfin, quelqu'un a trouvé un vieux tweet d'un des mecs qui se présente. Et alors le tweet, je sais plus ce que c'est, mais c'est un truc sur-antisémite, genre le gaz, les juifs, je sais pas quoi. C'est l'idée. C'est un truc vraiment oufissime. Et là, j'ai revu tout à l'heure, on disait putain, ça fait 2 jours que ça a été révélé, il l'a pas effacé. Oui, mais du coup, entre-temps, il a été... Ouais, du coup, là, ça monte un petit peu, le mec va être dégagé. Non, ils ont dit, il sera pas dans le groupe, mais il sera pas dans le... Mais donc, mais en tout cas, moi, ce que je trouve fou dans ce truc-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a les 4-5 ans, quand on trouvait, enfin, je sais pas, quand il y avait, quand on voyait un petit bout de tatouage, un truc du Front National, on disait, regardez. Et là, c'est comme s'ils étaient là, mais en fait, on a 32%, et là, on va gagner les élections. Donc, Jean-Claude, il a fait des mauvaises blagues sur les juifs il y a 2 ans, et alors. Mais la seule raison pour laquelle, la seule fois où le FN a perdu des voix, c'est parce que Nicolas Sarkozy l'a concurrencé sur sa droite. C'est à aucun moment, en fait, prouvé qu'ils sont racistes, qu'ils sont fascistes, qu'ils sont machin, et même qu'ils sont débiles. Enfin, je veux dire, tu vois, enfin, là, Bardella, on sort d'une campagne où, franchement, il a fait plusieurs gaffes. Dire qu'ils sont incompétents, ça fonctionne pas. Dire que c'est des nazis, ça fonctionne pas. Le truc avec la Russie, ça fonctionne pas. Globalement, il y a rien qui fonctionne en fait. Il y a une vague, machin, etc. Et en fait, c'est aussi à cause de l'émetteur. C'est nous, les médias. Je renvoie à un autre bouquin, mais achetez plutôt le nôtre, mais d'un sociologue qui s'appelle Félicien Faury. Il voulait l'inviter, mais il n'était pas disponible. Il peut pas. On voulait qu'il vienne en même temps. On se l'arrache. Mais qui dit un truc, c'est un des traits fondamentaux de l'électeur RN, c'est son rapport à la culture scolaire, etc. Sa méfiance vis-à-vis de l'école, etc. Il y a beaucoup de choses. L'électorat RN est en train de se diversifier. Il y a plus de retraités qu'à une époque, plus de 60 ans. À une époque, il y avait plus d'hommes que de femmes. Maintenant, c'est fini, etc. Mais il reste une donnée fondamentale, c'est le niveau d'études. Et cette réticence, en fait, ou même cette méfiance, cette rancune, ce ressentiment. Un ressentiment vis-à-vis des élites. Des élites culturelles et éducatives. Donc, quand un journal de gauche te dit machin, etc., c'est-à-dire, ça ne marche pas. On l'a bien vu face à le débat de Gabriel Attal face à Bardella, où globalement, Gabriel Attal a été meilleur techniquement, l'autre s'est pris les pieds dans le tapis, etc. Le mec, il finit à 32%. Donc en fait, aucun impact, il a pris des points après Bardella dans les sondages. Ouais. Donc en fait, je pense que ça, effectivement, t'auras beau révéler tous les réseaux, etc. Je pense que c'est intéressant pour les gens qui ne sont pas à FN et qui s'intéressent au FN, etc. De temps en temps, on en vire. Ça permet en fait aussi il y a quand même cette utilité qui permet qu'il y a des choses qui sont plus proférées dans l'espace public. Parce que le FN dit non, on s'en désolidarise, non, on le vire, etc. Donc c'est quand même mieux que de le faire que de pas le faire. Mais de là à faire perdre des voix, moi je pense que c'est... Non, c'est pas possible, quoi. Enfin, en tout cas, ça marche pas. Du coup, la question qui vient après, c'est... alors, du coup, c'est quoi leur point faible ? C'est, à votre avis, au-delà de tout ça, ok, la démystification, ça marche pas. Le retour au fait que c'est des abrutis, ça marche pas. Le fait que ce qu'ils font ne correspond à rien non plus. Bref. Il y a, au niveau des affects, alors. C'est quoi les affects ? On l'a vu, tout ce que tout le monde a toujours essayé ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ils vont probablement gagner. Attends. On sait pas. Non.
Mais bon, ouais, non, on est assez. À force de bosser, ça fait 3 ans que toi et moi, même toi, tu as commencé avant. Non, on a commencé à peu près ensemble, je ouais. crois. Ouais, c'était longtemps. Ça fait 3 ans, etc. Et on voit que ça sert à rien. Franchement, D'ailleurs, on va arrêter. enfin, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça leur fait pas perdre des voix, quoi. Ça rien, ne sert jamais à rien, etc. Mais de fait, si révéler des réseaux, si machin, etc. Leur faisait perdre des. Mais même la justice, même le faire des assistants parlementaires, même le truc, ça fonctionne Ouais. pas. On verra au moment du procès. Ouais, On verra en septembre, là, quand le procès va s'ouvrir. maintenant On va se marrer. Mais avec les royalties du bouquin, on va s'en bourgeoiser. Et puis on va voter à droite. Non, on va continuer le travail parce que il faut le faire, quoi. C'est important. Là, on vit une période historique, etc. Disons qu'on voit pas encore les fruits d'un travail qu'on mène. Non, mais disons, quand on fait un travail en profondeur sur le parti, les réseaux, les idées, c'est frustrant de voir que n'est retenu que la phrase de la matinale sur enfin. Et c'est ça qui nourrit la dynamique du parti. Et c'est vraiment la surface des choses avec les visuels sur les réseaux sociaux des interventions de Bardella. Et il est bien, c'est bien. Voilà, j'ai voté pour lui. De toute façon, le mouvement qui porte l'extrême droite au pouvoir est tellement puissant, tellement souterrain que c'est vraiment pas des journalistes. Enfin, nous, on est l'écume au-dessus, quoi. Tu vois. Donc on fait notre rôle, on informe les gens qui travaillent, les historiens, les citoyens et les historiens qui travailleront a posteriori sur la période. On essaye de dire la vérité. Enfin, c'est quand même super important d'essayer de dire la vérité, quand même, parce que rien que le fait de dire ils sont d'extrême droite pour certaines raisons, etc. C'est un terme qui a été abandonné par ailleurs par une partie de. C'est important, quoi. C'est un terme, c'est pourquoi ils sont d'extrême droite, pour un certain nombre de choses, etc. Le RN ment. Le RN ment en permanence. C'est des gens qui ne font que mentir, qui ont un double discours, qui ne disent pas les choses, etc. Donc en fait, nous, notre rôle, c'est d'essayer de le dire, de le révéler. Et ne serait-ce que révéler, quand tu parles de double discours, eux qui disent qu'ils sont coupés, ce qu'on disait tout à l'heure, coupés de toute tradition extrême droite historique et tout ça, à chaque fois, il y a des clins d'œil, il y a des références cachées à ceux qui savent. Donc révéler ça, c'est toujours bien de dire, regardez, il y a toujours des connexions, il y a toujours des liens. Je posais cette question parce qu'on a reçu, là, pour le coup, il y a très longtemps, il y a quelques mois, Pablo Stefanoni et son traducteur, Marc Saint-Exupéry, c'était un livre sur la rébellion est-elle passée à droite. Et ce qui l'intéressait, il est vraiment bien ce livre, c'est aussi le fait que, d'une certaine manière, affectivement, il y a un truc cool. Ouais. Il y a un truc stylé, il y a un truc de cool kids, il y a un truc subversif, il y a un truc... même le petit passage que j'ai lu là sur les caves, les premiers chrétiens, avec société secrète, détestés par tout le monde, gens qui font peur à tout le monde. En fait, ce truc cool, progressivement ils sont en train de le perdre. Ils sont de moins en moins cool puisqu'ils deviennent de plus en plus la norme. Mais du coup, peut-être qu'une manière aussi de lutter contre cette jeunesse-là, c'est d'être ultra cool et de bien taper sur les choses qui sont nulles, y compris l'école s'il le faut, etc. Bon, bref, mais de manière correcte. Non, bon, bref, ça c'était un peu une blague, mais c'est exactement ce que dit Pablo Stefanoni dans le livre. Il dit il faut... en gros, il faut trouver le moyen de ridiculiser ceux qui ridiculisent, quoi. En gros, un truc. C'est de bullier ceux qui bullisent, quoi. Et bon, en gros, c'était ça. Il y a cette idée-là, cette stratégie-là. Mais en même temps, moi, il y a un autre truc que je me dis, et c'est lié à la figure de Hanouna, qui est un peu particulière par rapport à Zemmour ou par rapport à Bardella. C'est que, on va dire que derrière eux, il y a le même mec, il y a le Bolloré, etc. Mais bon, pas exactement comme vous l'avez pu le dire, mais bon. Mais Zemmour, c'est le vieil intello, c'est aussi un vieillard, tout rachitique, etc., qui est quand même un intello qui a permis de satisfaire les jeunes à une époque, même n'importe qui écouter ses phases, ses machins, etc. D'un côté, il y a ça. Mais bon, c'est quand même... Il y a un aspect élitiste minimal, genre, il envoie des références, etc. Bardella, c'est le vide incarné. Enfin, il n'y a rien. Bon, en tout cas médiatiquement. Hein. Mais entre les deux, il y a ce truc Hanouna. Et là, il y a un truc qui me fait... un peu étonnant, parce que Hanouna, il est beaucoup plus en phase, enfin, il joue vraiment une sorte de phase, d'accord, ou
de connexion avec Ah oui. son audience. Et son audience, derrière, il y a le peuple, tu vois, mais le peuple réduit à l'audience. Et dans la figure d'Hanouna, il y a un truc de « Ah, mes loulous, ah là là, mes copains... » C'est des codes vestimentaires. Oui, non, mais ce que langagés, je veux dire, c'est que Zemmour, il ferait pas... d'égal à égal. Zemmour, il ferait Ouais, jamais d'accord. ça, Bardella, Oui. c'est pas du tout ça. Ouais. Et il y a Hanouna qui fait ça, et le seul mec qui fait ça, par ailleurs, dans les trucs populistes, bizarres, machin, c'est Trump. Enfin, c'est-à-dire que c'est une figure médiatique, ultra médiatique, qui humilie tout le monde. Ah, t'es viré, t'es viré, c'est vrai, ouais. machin truc. Lui, il fait pareil sur le plateau. Ah, t'es une merde, t'es viré, t'es blablabla. Et qui en même temps fait de la politique. Et là, il passe au stade commentateur politique pendant 3 semaines. Ouais. En fait, j'ai l'impression que Bolloré, là, il a choisi une dernière option, une troisième carte, qui est l'option Trump, l'option immédiateté du rapport au peuple, bien sûr, c'est vrai, peuple-audience. Et en fait, peut-être que la figure qui vient maximale de ces espèces d'équipes de tâtonnement et tout, parce qu'en fait, le gros problème de la bourgeoisie capitaliste, finalement, c'est d'avoir aucune base sociale. C'est que de s'être retrouvé sans base sociale, et donc évidemment ils peuvent aller voir personne à gauche parce que tout le monde s'en fout, donc du coup ils sont obligés d'identitariser leur discours pour pouvoir être un peu avec une base sociale minimale, et là, le seul type qui correspond à une vraie adhérence affective, émotionnelle, je vous comprends, ah ouais mon loulou, t'es comme ci, comme ça, j'ai l'impression que c'est cette figure. Et donc qu'est-ce que vous pensez de ce dernier mode d'apparaître de l'extrême droite qui a pas les mêmes modes d'apparaître que Bardella ou que Zemmour. Mais surtout qu'il y a eu une transition. Enfin, moi, si on regarde le Hanouna d'il y a 10 ans, c'était pas absolument pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Donc il y a une extrême droitisation du personnage, mais qui s'est fait. En fait, il y a eu, c'était la même façon de capter son audience, de parler au peuple, etc. Et ensuite, il les a progressivement amenés vers des idées d'extrême droite. Quoi. Et il est devenu mauvais. Il n'était pas aussi mauvais qu'il l'est maintenant. Ouais, ça c'est vrai. Je connais pas assez, je crois. Franchement, pour le regarder aujourd'hui, moi j'ai l'impression que. Enfin, j'ai jamais. regardé tout. Mais franchement, là, aujourd'hui, je le trouve d'une méchanceté, d'une violence, c'est qui est regardé. Et avant, il l'était pas avant, effectivement. Même mes amis, mes petits arrogant, rigolo, mais pas aussi vil. Quoi. Ouais. Et en disant mère, il se venge de toute la période où lui il embrassait le cul des chiens et il buvait le pipi de ses C'est l'inversion de ça, il fait. C'est son récit, hein, c'est ce qu'il dit. Ah ouais, lui-même le dit. C'est ce qu'il dit quand il passe, je crois, à la commission d'enquête, enfin je sais plus si c'est la commission d'enquête, mais en tout cas après l'affaire avec le député de gauche. Autour de Bolloré justement, et en fait il dit, moi en fait, à un moment donné, j'avais plus de boulot, j'étais plus personne, j'habitais chez ma mère, j'étais un moins que rien, qui m'a appelé et m'a tendu la main? Bolloré. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, ou si c'est le... Et donc, si je pète un câble quand tu dis que mes intérêts sont ceux de Bolloré liés à l'Afrique, de machin, je ne défends pas le grand capitaine d'industrie extractiviste, colonial, de machin, je défends le chic type breton qui m'a tendu la main et m'a sorti des égouts. Et donc c'est pour ça que j'ai surréagi, c'est pour ça que j'ai été viscéral, c'est pour ça que. Mais d'ailleurs, ce rapport-là, il est. Ça, c'est un autre sociologue qui l'analyse et qui l'analyse très bien, qui s'appelle Benoît Coquart, qui a fait Ce qui reste. Ce rapport direct avec le patron, qui est plus un rapport de masse ouvrière pris dans une usine, dans un collectif de travail, avec un patron qui est loin, avec lequel on s'oppose, mais qui est plutôt un rapport de petits patrons, de TPE, de PME, d'un rapport totalement paternaliste en fait. Comment ? De loyauté. Ouais, voilà, de loyauté, etc., de proximité avec le patron. En fait, c'est à peu près le même, quoi. Et c'est la raison pour laquelle il y a plein d'ouvriers ou d'employés qui, la majorité des employés et des ouvriers qui votent pour le Rassemblement National, pas pour des raisons de gauche, on va dire économiquement, et de droite identitairement, etc., mais vraiment profondément parce qu'ils ont cet idéal méritocratique, enfin, je sais pas, de respect du travail, de respect du patron, de respect des hiérarchies, etc., qui sont communautaire, de participation voilà, de la ça. communauté, la culture de l'entreprise, etc. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça, c'est des traits de néo-féodaux, c'est des traits de vassalité. C'est plus tellement ce qui compte, c'est plus tellement le contrat négocié avec un patron qui a des intérêts. Ouais. On a un rapport affectif, paternaliste, familialiste, clanique, et néo-féodal. Je suis ton vassal, et donc je suis loyal. Ok, du coup, intéressant, mais là, ça fait 3 heures qu'on parle.
Ok. Merci merci beaucoup d'être venu, on a beaucoup parlé.